tous les cas, je confirme bien que le SCAM, qui est le transport social collectif, qui est au CCAS, avait bien repris son activité. Et comme je l'ai précisé, il ne transporte pas le lundi, mais les personnes sont au courant et il n'y a pas de souci. Je précise également les deux autres transports qui existent sur le secteur. Le transport solidaire, hein, ce sont des chauffeurs bénévoles qui font du transport sur Mimizan, moyennant un léger défraiement. Et il y a également le service individuel d'aide à la mobilité où le contact est auprès du CIAS. Voilà, donc je vous ai remis je vous ai fait remettre une petite note sur ça pour votre information. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc il va y avoir une rectification à faire, on s'en est aperçu. C'est que Serge Courrillan était absent ce jour-là et il fait partie des gens qui étaient présents et qui sont sur le compte-rendu. Donc ça sera rectifié. Et dans les délibérations, il n'apparaît pas. On avait bien pris en compte dans les délibérations qu'il était absent, mais dans le compte-rendu, il y a cette erreur, donc ça qui sera rectifié. Donc je vous propose de passer au vote du compte-rendu. Donc qui est pour compte-rendu? Merci. Vote à l'unanimité. Donc après, vous avez tout un tas de décisions. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Décisions du maire qui ont été prises? Non? Donc on va passer à l'ordre du jour alors. Alors on va commencer par les finances. Et je vais laisser, donc c'est des écritures de régularisation, et je vais laisser la parole à Yves Servetot. Bonsoir. Au budget primitif voté le 15 avril a été mis en inscription budgétaire sur la section d'investissement au chapitre 041 en dépenses et en recettes un montant de 2 205 000 €. Une écriture d'ordre budgétaire n'entraîne pas d'encaissement ni de décaissement. Ainsi, dans le cadre des contrôles de la Chambre régionale des comptes menés en étroite collaboration avec la perception de Mimizan, le Trésor public nous demande de régulariser 3 opérations distinctes rentrant dans ce champ d'application et relevant de ce chapitre. La première concerne la régularisation de l'étalement de la participation communale du SIDEC au titre des travaux d'électrification, éclairage public et de réseau pour l'enfouissement de la rue de la Marée pour 80 000 €. Comme pour les précédentes conventions signées en 2019, obligation nous est faite d'émettre un mandat au compte 204 15 12 ainsi qu'un titre au 168 76 pour valider le portage initial réalisé par le SIDEC. La deuxième écriture concerne la régularisation d'une aide financière versée par l'agence Eau Adour-Garonne. Afin de solder en comptabilité cette opération, il convient d'émettre un mandat au compte 168 18 avec pour contrepassation l'émission d'un titre au compte 13 28 pour 15 000 €. Et enfin, le mouvement le plus important consiste en l'ajustement du compte 168 78. En effet, lors du transfert du passif des campings de la ville suite à la DSP intervenue en 2017, la convention initiale prévoyait que la nouvelle entité responsable rembourserait directement à la commune le passif de 2 107 871,84. Or, les écritures passées dans la foulée, en 2017, ont conduit malencontreusement à comptabiliser une seconde fois au chapitre 16 ce transfert. Afin de rectifier cet état de fait, il nous est demandé de bien vouloir émettre un mandat d'ordre budgétaire au 168 78 ainsi qu'un titre d'ordre budgétaire au 13 28. Aussi, il vous est proposé d'accepter ces 3 régularisations, 3 opérations, donc au titre du chapitre 041. Merci. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions sur ces 3 modifications, ces régularisations? Non? Donc on passe au vote. Qui est pour ces 3 régularisations? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, point 2, le centre de vaccination. Marie-France.
Merci, Monsieur le maire. L'Agence régionale de la santé propose à la commune de Mimizan de devenir le porteur juridique du centre de vaccination. À cet effet, un contrat a été proposé hier après-midi, donc vous ne l'avez pas en annexe parce que les pourparlers ont été un petit peu longs avec l'ARS, mais on a fini par avoir ce contrat, donc on le mettra à votre disposition, il n'y a aucun souci. Ce contrat définit donc les relations, notamment financières, entre l'Agence régionale de la santé et la commune, en déterminant, entre autres, l'enveloppe versée mensuellement pour l'aide à l'organisation matérielle et humaine du centre de vaccination. Il appartiendra ensuite à la commune, au travers d'une convention à venir avec la maison de santé, de gérer cette enveloppe et de rembourser certains frais à la maison de santé, notamment les heures supplémentaires de la coordinatrice. Le 15 juin, il vous sera proposé d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat avec l'ARS, qualifiant ainsi la commune de Mimizan de porteur juridique du centre de vaccination, d'autoriser Monsieur le maire à conclure en conséquence une convention avec la maison de santé de Mimizan dans le cadre d'un partenariat pour la bonne organisation et le suivi du centre de vaccination et permettre ainsi le remboursement de certains frais, notamment humains, engagés par celle-ci. Donc juste pour faire un petit résumé de la situation, lorsque le centre de vaccination a ouvert, c'est la maison de santé à travers sa CISA qui avait conventionné avec l'ARS. Ce centre de vaccination a fonctionné côté médical organisé par la maison de santé et pour tout ce qui est logistique avec la collectivité, donc le service informatique, la police municipale pour les astreintes, les services de la ville aussi pour les astreintes. À l'accueil, c'était du personnel communal, du personnel intercommunal, du personnel départemental qui a permis d'assurer ce fonctionnement. Et comme la vie reprend son cours, tous les agents des collectivités vont regagner leurs services respectifs. Et donc, il va falloir recruter du personnel à l'accueil. Et la maison de santé et la CISA n'ont pas vocation à faire ce type de contrat. Donc, en accord avec eux et l'ARS, il a donc été décidé de changer les modalités que l'ARS contractualise avec la ville et non avec la CISA. Et pour vous donner un ordre d'idée des montants mensuels, donc il y a une aide de 1 500 € au démarrage et ensuite il y a une enveloppe globale mensuelle de 19 320 €. Voilà, mais il y a du personnel, pour nous en tout cas, il y a le personnel à l'accueil, donc il y aura un minimum 2 à 3 personnes. On va aussi modifier les choses puisque jusqu'à maintenant c'était les bénévoles du CCAS qui a appelé les personnes et donc on continue à les remercier aujourd'hui encore. Et donc là, les deuxièmes rendez-vous seront donnés directement au centre de vaccination. Et puis vous le savez, c'est une population plus jeune qui vient maintenant au centre de vaccination, donc qui normalement sait se servir de l'application Maya et prendre directement ses rendez-vous. Donc tout un tas de changements et surtout l'élément aussi important, l'Agence régionale de la santé souhaite que Mimizan, comme Souston et Biscarrosse, qui sont des centres de vaccination sur la côte, montent en nombre de vaccinations par semaine. Et donc on devrait passer en juillet-août. Alors ça change au fil du temps, donc ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis parce que tous les jours ça change. Mais on devrait passer à 300 vaccinations jour sur le mois de juillet et août. Certains centres, probablement notamment celui de la Bride, devraient fermer et donc les centres sur la côte vont être privilégiés. Donc la collectivité s'adapte chaque fois que l'ARS nous bouge le nombre de doses, etc. Et donc notre centre de vaccination évolue un petit peu et on a une visibilité jusqu'à fin août par rapport aux doses. Et pour la suite, on vous tiendra au courant. Donc si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre.
pour compléter, on était petit centre de vaccination et on devient un centre normal ou grand centre de vaccination, suivant les doses qui nous seront attribuées. En tout cas, il faut s'organiser, et donc il va falloir recruter du personnel, et c'est ce qui va faire l'objet aussi d'une future délibération, un point plus tard, pour pouvoir assurer ce centre, le fonctionnement du centre. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Donc on va passer au vote, là. Donc, qui est pour autoriser le maire à signer le contrat avec l'ARS ? Merci, vote à l'unanimité. Donc, les tarifs, donc, je vais laisser la parole à Annabelle. Ça concerne la gratuité des arènes pour la fête de la musique. Merci. Le comité des fêtes de Mimizan est conventionné par la ville pour organiser des événements tout au long de l'année, dont la fête de la musique. Cette année, avec la pandémie et les restrictions sanitaires obligatoires, la seule possibilité pour organiser cette fête de la musique dans de bonnes conditions et de l'autoriser dans les arènes. La municipalité, encourageant la culture et soucieuse que la santé de chacun soit préservée, il vous est proposé de voter une mise à disposition gratuite des arènes à titre exceptionnel en faveur du comité des fêtes pour le samedi 19 juin 2021. Est-ce que vous avez des questions ? Donc le comité des fêtes est en train d'organiser cette soirée de 18h à 22h avec quelques groupes, notamment les groupes locaux. Et donc la jauge aux arènes, c'est 999 personnes. Alors on a choisi de déplacer la fête de la musique pour des raisons évidentes. C'est que les musiciens mimizanais travaillent ou sont à l'école, donc ils se font par contre une grande... Là, j'ai changé, ça marche. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il ne marche pas. C'est bon. Donc je reprends. Donc la loi Allure du 24 mars 2014 prévoyait à l'origine le transfert de la compétence PLU aux intercommunalités, donc aux communautés de communes ou communautés d'agglo, au 1er janvier 2021, sauf s'il y avait une minorité de blocage, donc qui comprenait 25% des communes, représentant au moins 20% de la population
cette minorité de blocage devait s'exprimer dans les 3 mois. Sauf qu'il y a eu la crise sanitaire, donc tout a été reporté. Et on doit se prononcer avant le 30 juin 2021. Donc, ce qui est proposé ce soir, c'est de se faire opposition à ce transfert de compétences à la communauté de communes pour 2 raisons. La première, c'est que le syndicat mixte du Born a lancé une étude confiée à l'agence d'aide aux collectivités locales pour voir la compatibilité des différents documents d'urbanisme, tous les PLU des communes adhérant au SCOT. Donc il y a ce première mise en compatibilité, étude à regarder. Et deuxième point, c'est que la commune de Mimizan doit lancer rapidement des modifications de son PLU, notamment 2. Une qui concerne une erreur matérielle, c'est que la zone de la déchetterie a été oubliée dans les documents d'urbanisme. Et la deuxième, c'est que les nouvelles dispositions de la loi littorale permettent de travailler et de prendre en compte les secteurs déjà urbanisés. Alors pour synthétiser, les secteurs déjà urbanisés, c'est les zones de quartier qui avaient été définies dans le SCOT. Donc il nous laisserait, avec discussion bien sûr avec les services de l'État, de la DDTM, de voir quels critères à mettre en œuvre pour pouvoir avoir un petit peu de constructibilité dans nos quartiers. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut aller assez vite pour prendre ces 2 modifications. Donc, et comme il est noté, donc c'est pas une décision d'opposition au transfert. Nous, dans notre campagne, on a bien dit qu'on irait sur un PLUI. Mais c'est d'aller vite sur les études et d'attendre l'étude de la DACL qui va nous montrer un peu ce qu'il y a à faire sur l'ensemble des collectivités de la communauté de communes. Voilà. Donc c'est une décision unanime entre les communes, membres de la communauté de communes, et la décision de transférer au PLUI, elle sera unanime dès qu'on aura les résultats de l'étude de l'agence d'aide aux collectivités locales. Voilà. Donc là, il vous est demandé de délibérer et de s'opposer au transfert de la compétence PLUI à la communauté de communes. Donc si vous avez des questions... Oui, Arnaud. Bonsoir. Juste une précision. Nous allons voter comme vous contre ce soir. Vous, c'est un point exceptionnel. Vous l'avez mis dans la délibération. Et pour rappeler que nous, de notre part, on votera contre aussi la prochaine fois, puisque vous remettrez le sujet sur table la prochaine fois, dans quelques longues ou courtes années ou longs mois, puisque notre position, à date, n'est toujours pas d'être favorable à un PLUI. Voilà. Ok. D'autres interventions, Xavier? Oui, non, mais simplement, comme ça n'a pas été totalement précisé, à tout moment, je veux dire, ce n'est pas qu'une seule fois par mandat que l'on peut se positionner sur ce transfert. Aujourd'hui, compte tenu de l'incompatibilité de certains documents d'urbanisme par rapport au schéma de cohérence territoriale, certains documents d'urbanisme dans la communauté de communes vont être amenés à faire des révisions. Et c'est parce qu'il y a cette possibilité ouverte que ça créerait, s'il y avait le PLUI, ça obligerait la prescription de suite du PLUI. Et donc c'est la raison pour laquelle les communes se sont entendues pour initier éventuellement les révisions de leurs documents, du moins celles qui en avaient le plus besoin, et en particulier la commune de Mésos, avant de se lancer vers la mise en place d'un PLUI. Mais que la volonté unanime des 6 communes, c'est, quand les documents seront révisés dans leur commune, de passer à une réflexion intercommunale, dans la mesure où les enjeux en termes d'habitat, d'infrastructures, d'activité économique doivent s'évaluer à l'échelle intercommunale et non à l'échelle de toutes les communes. Voilà un petit peu la position qui explique la proposition de ce soir. Et comme l'a expliqué M. le maire,
C'est une volonté de l'ensemble des communes de prendre cette position, ce qui est différent de la précédente délibération qui avait eu lieu lors du mandat précédent, hein, où là, ça a été réellement une minorité de blocage contre la mise en place du PLUI. C'était les communes donc, de Mimizan et de Mésos qui s'étaient opposées. Donc là, on est dans une démarche totalement différente. Merci. Je dois rajouter que de toute façon, la date limite, c'est 2026 hein, pour le transfert obligatoire. Et là, il n'y aura plus de problème de minorité, de blocage ou pas. Ça sera automatiquement transféré aux intercommunalités. Donc, comme l'a rappelé Xavier, à tout moment pendant le mandat, on pourra transférer la compétence PLU à la communauté de communes. D'autres interventions ? Oui, Yvan. Non, juste peut-être connaître la raison pour laquelle donc, Arnaud Bourdinx met un veto systématique à cette adhésion PLUI une fois que les questions qui ont été évoquées seront réglées. Qu'est-ce qui justifie le fait de s'opposer a priori au PLUI ? Alors, d'une manière générale, on peut estimer que le PLUI, aujourd'hui, alors ça sera un vote dans notre Assemblée, et bien sûr communautaire. Tout d'abord, c'est quelque chose de très nouveau, puisque ce n'est pas encore toutes les collectivités qui l'ont adopté. Et en revanche, depuis la nuit des temps, chaque commune et chaque habitant de commune a, on va dire, une idée, même si tout le monde n'est pas forcément technicien en la matière, a une idée de ce qu'est un PLU et des compétences qu'ont chaque commune. Bien sûr, on ne dira pas qu'un PLUI, c'est un transfert total de toutes les autorités à la communauté de communes, ce n'est pas le cas. Mais je pense qu'il y a, avant directement de voter ce genre de sujet, qui est très important, je pense qu'il y a une étape qui n'a pas encore été faite d'explication à la population. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été fait. Et deuxièmement, il y a dans les informations, je pense qu'il y a un ensemble de la population qui pourrait ne pas accepter, et nous en faisons partie, des sujets divers et variés, comme par exemple, sauf erreur, le droit de préemption est quelque chose qui revient donc à la communauté de communes, alors que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a un ensemble, enfin c'est pas le sujet ce soir, mais il y a un ensemble d'éléments, je pense qu'aujourd'hui ignore la population de chaque village de la communauté de communes et qui pourrait en décevoir beaucoup plus qu'on ne le pense, en tout cas, comme nous. Voilà. Oui, Xavier. Non, moi je rejoins Arnaud sur le fait qu'il faut que les décisions qui soient prises au sein de cette assemblée se fassent en totale connaissance de cause. Je veux dire, il ne faut pas partir dans l'inconnu et qu'on puisse imaginer à un moment donné que ce transfert cacherait éventuellement des modifications profondes dans l'appréhension des sujets qui touchent tout un chacun. Il faut savoir que la mise en place d'un PLU intercommunal, c'est avant tout aussi que chaque commune élabore en concertation étroite, et rien ne lui est imposé, son document d'urbanisme. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il est intercommunal que la décision échappe aux élus municipaux. Loin de là. C'est plutôt que l'ensemble des sujets qui concernent le territoire sont traités, mais aussi au prisme de chaque demande des communes. C'est comme quand le schéma de cohérence territoriale a été élaboré. Souvenez-vous, il y a des déclinaisons de ce schéma de cohérence territoriale par commune. C'est-à-dire qu'on définit un nombre de logements par commune en fonction de la croissance démographique qu'on se fixe comme objectif. On définit les secteurs où il y a des zones d'activité, des secteurs où il y a des services, ce qu'on appelle les polarités, des centralités, et on définit donc quel sera l'habitat, comment il sera défini sur l'ensemble du territoire. Et donc là, c'est le même travail à une échelle beaucoup plus petite et de façon un peu plus précise qui sera faite. Donc c'est vrai que le sujet éventuellement du droit de préemption,
peut se poser, mais le droit de préemption, comme aujourd'hui déjà, il se délègue à tout moment. C'est-à-dire que le droit de préemption, il peut être à la communauté de communes, il peut être délégué, si la commune le souhaite, à la commune. De la même façon qu'aujourd'hui, la commune peut demander à déléguer son droit de préemption à la communauté ou à l'établissement public foncier local quand il en a besoin. Je veux dire que ça reste des décisions qui relèvent aussi de nos assemblées délibérantes. Donc, c'est pour ça, quand on transfère une compétence, on a toujours peur de se dessaisir d'un pouvoir, ce qui est tout à fait normal d'y réfléchir. Mais par exemple, ce qui relève d'éléments importants, comme la délivrance des permis de construire, relève toujours de la responsabilité du maire. Il n'y a pas de transfert. Quand on fait le PLUI, le permis de construire est toujours délivré par le maire, à l'application du document d'urbanisme, qui est, lui, intercommunal et qui n'est plus communal. Mais le permis est toujours délivré par le maire. Donc, on ne se dessaisit pas de pouvoir, il faut être clair. Donc, voilà. Mais par contre, moi, je redis, et je suis tout à fait d'accord avec Arnaud, le jour où la délibération reviendra en débat, je pense qu'il sera nécessaire au préalable que tout le monde sache exactement quelles sont les conséquences de ce transfert et qu'est-ce qu'est réellement un PLU intercommunal. Parce que là, la communauté de communes, elle a cette particularité, du moins au sein de Mimizan, c'est qu'il y a une seule commune littorale qui a des contraintes qui sont très 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 fortes, et les autres communes ne sont pas des communes littorales. Ça veut donc dire qu'on peut envisager aussi le développement de façon différente de celui, parce que sur Mimizan, on sait les contraintes. Vous savez, on en a débattu par exemple sur la zone d'activité. C'est parce qu'on est une loi littorale qu'on ne nous autorise pas à faire une extension de nos zones d'activité, ce qui est peu compréhensible là où c'est situé. Mais bon, c'est comme ça, c'est des règles qui s'appliquent. Donc, demain, ça permet de penser l'activité du territoire de façon peut-être aussi différente. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser maintenant peut-être sur une échelle un peu plus grande que la seule commune, surtout quand notre commune a des contraintes fortes. On l'a vécu sur les développements des quartiers. Je veux dire que Arnaud évoquait à juste titre que quand notre PLU a été adopté, il a frustré beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties dessaisies de droits. Mais, et moi je le comprendrais, ce n'est pas de votre responsabilité en tant que telle, c'est des choses qui s'imposaient à vous. Donc, demain, si on ouvre un PLUI, il y a des choses qui peuvent peut-être être mieux prises en compte. Mais bien sûr, ça ne concernera pas obligatoirement ceux de Mimizan, mais ça peut... parce que l'important, c'est à un moment donné aussi construire des logements pour les personnes qui habitent sur nos territoires. Donc voilà tous ces éléments, mais il faudra en débattre sérieusement et je pense prendre le temps et pas le faire à la va-vite. Je rejoins Arnaud et Xavier. On va en débattre et on va expliquer, parce apparemment il y a des points qui ne sont pas connus. Moi, pour avoir participé à 4 PLUI sur 4 intercommunalités différentes, Grand Axe, Max, Marennes-Antour, Côte-Sud, Horta-Rigans et Pays du Seignance, je peux vous dire que les communes ont la main de leur développement sur leur commune. Il y a vraiment du dialogue entre communes. Il n'y a pas la commune centre qui décide de tout, c'est pas vrai. Donc il y a beaucoup de concertation. C'est un projet de territoire, clairement, qu'il faudra faire. Et au-dessus, de toute façon, on a le SCOT, donc le schéma de cohérence, qui nous impose déjà beaucoup de choses. Mais on fera une présentation plus pédagogique que tout le monde ait vraiment tous les éléments pour prendre la décision future le jour où on aura à décider ou pas du transfert de la compétence. D'autres interventions ? Donc je propose de passer au vote et je vous propose de nous opposer au transfert de compétences PLUI à la communauté de communes. Vote à l'unanimité, merci. Donc point 5, lotissement Le Hameau de Cadette, incorporation, éclairage public dans le domaine public. Marie-France ?
Merci. Donc, l'association syndicale libre du lotissement Le Hameau de Cadette a demandé par lettre en date du 12 avril 2021 la mise sous tension et le branchement de l'éclairage public de leur voirie privative. Considérant qu'il convient de prendre en compte la sécurité des habitants du lotissement, conformément à l'article L2212-2, il vous est demandé de délibérer en vue d'intégrer au domaine public l'éclairage public et nous vous précisons que cette intégration anticipe la rétrocession finale de la voirie et des dépendances dans le domaine public, mais ceci se fera uniquement après achèvement complet des travaux de construction des bâtiments en conformité. Il vous est donc proposé d'approuver l'intégration de l'éclairage public du lotissement Le Hameau de Cadette dans le domaine public communal. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on va voter. Donc, qui est pour cette intégration de l'éclairage public? Vote à l'unanimité, merci. Donc on va passer au lotissement Pyramide 2 avec une autorisation de vente du lot 22. Marie-France. Considérant que les propriétaires du lot numéro 22 du lotissement communal Pyramide 2 sollicitent l'autorisation de vendre leur maison pour raisons personnelles, il vous est proposé d'autoriser les propriétaires du lot 22 donc, à vendre leur maison. Donc, par rapport au cahier des charges, on est au-delà des 10 ans qui avaient été demandés. Voilà, les propriétaires se sont mis en légalité avec l'ensemble des documents nécessaires. Voilà. Des questions? Donc, qui est pour autoriser les propriétaires du lot 22 à vendre? Vote à l'unanimité. Merci. Donc, point 7, dénomination de rue, impasse Belle Dame. Gilbert? Non? Bon, je garde le micro. Alors. Il vous est demandé, alors là je suis désolée, mais sur proposition du groupe de travail constitué, tu avais appelé Monsieur Ponce, parce que le groupe de travail, on ne l'a pas forcément réuni, mais le téléphone fonctionne bien, donc, et par mail, donc Monsieur Ponce a été tenu au courant et donc a donné son accord pour que nous puissions dénommer cette impasse Belle Dame, donc c'est un papillon. Et donc c'est proche du lotissement Cantegrit où il y avait les insectes, donc ça fait un ensemble et on vous proposera d'autres noms dans la même thématique prochainement. Est-ce que vous avez des questions sur cette nomination? Non. Donc je vous propose de passer au vote et de nommer l'impasse Belle Dame. Qui est pour? Oui. L'unanimité, merci. Lotissement Cantegrit, voilà, lotissement qui est juste à côté. Donc il y a un échange de parcelles avec la société, le promoteur SGE et la commune. Considérant que suite à la volonté de la collectivité d'intégrer dans le lotissement Cantegrit du logement social qui était ignoré dans le projet initial, considérant la demande d'acquisition par la société SGE Foncière Aménagement d'une parcelle d'une superficie d'environ de 646 mètres carrés, considérant qu'une partie de la parcelle d'une superficie de 80 ar sans usage particulier doit être détachée pour la création d'une parcelle d'une superficie d'environ 646 mètres carrés, nous vous proposons donc de rattacher une superficie d'environ 431 mètres carrés au lot 14 du lotissement Cantegrit en vue de la réalisation de 4 logements en accession sociale, de réaliser les travaux de voirie sur une bande d'une superficie d'environ 215 mètres carrés et de rétrocéder une fois les travaux réalisés cette bande de voirie à la commune de Mimizan. Considérant que le prix de vente du terrain d'un montant de 14 000 € est fixé en tenant compte du montant de la réalisation des travaux engagés par la société SGE,
considérant que la somme de 14 000 € sera convertie en la réalisation de travaux de voirie sur une superficie de 215 m², permettant la jonction du lotissement à la voie publique. Sur proposition du rapporteur, il est donc décidé de vendre à la société SGE cette parcelle de 646 m² pour une valeur estimée à 14 000 € en vue de la réalisation de 4 logements en accession sociale sur une superficie d'environ 431 m², ainsi que la réalisation de travaux de voirie, que le prix sera converti en la réalisation de travaux de voirie sur cette superficie de 215 m², que le paiement du prix sera constaté suivant un acte de quittancement qui sera reçu par le notaire sous-signé. Au terme du dit acte, les parties reconnaîtront la réalisation des travaux de voirie et la commune de Mimizan quittancera le prix de vente. De dire que l'ensemble des frais de bornage et d'autres frais annexes à cette cession seront à la charge de l'acquéreur et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document et acte notarié afférent à cette opération. Donc ceci a été vu en commission lors de la dernière commission d'urbanisme. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Guy. Non, c'est juste une précision. On a travaillé ce dossier sur le logement social et nous avons le pourcentage du logement social est sur cette zone du Gombo est conforme à la réglementation, qui, je rappelle, est de 25%. Bon, nous avons considéré que ce quartier était largement pourvu en logement sur les logements sociaux. C'est pour cette raison que nous n'avons pas imposé à l'investisseur de réaliser des logements sociaux supplémentaires. Voilà. On a travaillé sur la zone globale du quartier. Oui, c'est juste là qu'on n'est pas tout à fait d'accord, puisque nous, on a considéré que chaque projet était un projet indépendant et que donc à ce titre, on souhaitait qu'il y ait du logement social sur ce projet-là. On en a discuté, donc voilà. On n'a pas la même idée. Chaque projet doit appliquer les règles sur le logement social et donc nous, on a désolidarisé chaque projet et on n'a pas pris en compte l'ensemble de la zone. D'autres interventions? Moi, je remercie Marie-France avec sa pugnacité pour pouvoir discuter avec le promoteur et de pouvoir imposer 4 logements à l'accession sociale, donc qui va faire 4 familles heureuses sur Mimizan, de pouvoir accéder à la propriété. Voilà. Juste... comme on me pose souvent la question et qu'il y a quand même pas mal de personnes qui regardent la diffusion du conseil municipal, simplement pour dire que les demandes sont à faire au niveau du service de l'urbanisme à la mairie, que nous enverrons un dossier à remplir puisque c'est l'abri familial qui va faire cette opération d'accession à la propriété, que si les personnes ont du mal à remplir le dossier, Laurie Artiguevielle au CCAS les aidera à remplir le dossier et qu'ensuite les dossiers seront étudiés avec la commission qu'on va fixer ensuite. Voilà, et qu'on a déjà 2 demandes qui ont été faites et donc que cette démarche a été entreprise. Oui, Xavier. Juste une information, parce que pour l'opération qui est juste à côté, qui aujourd'hui est en stand-by, je vous rappelle que c'est un permis de construire qui a été délivré à un promoteur qui s'appelle Hermès, dont une partie était de la VEFA, c'est-à-dire la vente en état futur d'achèvement à un bailleur social, que l'entreprise générale qui réalise les travaux pour le promoteur a fait faillite. Voilà. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux traiter directement avec les bailleurs sociaux que de passer par des promoteurs, avec le risque que ça peut encourir, parfois, pas toujours, mais ça peut arriver. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que la commission d'attribution a attribué les logements et qu'il y a un certain nombre de personnes qui devaient intégrer les logements au mois de mai, qui se retrouvent dans une situation très, très compliquée. Et que, compte tenu de
difficultés que rencontrent les artisans aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver les entreprises qui vont se substituer à l'entreprise générale qui fait faillite pour l'instant. Enfin, du moins, le promoteur, visiblement, s'envoie à trouver. Et donc, il ne sait pas dans quel délai il va pouvoir livrer les logements. Merci pour cette information. Vas-y, Arnaud. Oui, effectivement, on note l'information. Je crois qu'effectivement, les entreprises en faillite, il n'y en a pas que peu en ce moment. C'est pourquoi, et ça c'est une première chose. La deuxième, sur ce sujet, effectivement, il y a du public, il faut aussi du privé, il faut partager. Et voilà, c'est notre point de vue, et on a essayé d'amener à la mise en des investisseurs qui en avaient la volonté. Ce qui est regrettable surtout, effectivement, c'est que c'est une entreprise qui fasse faillite. Voilà. C'est simplement, moi, je veux dire, pour moi, c'est pas un sujet de polémique. C'est simplement pour expliquer que la culture des bailleurs sociaux, c'est de faire des appels d'offres par lot. C'est-à-dire que pour chaque corps de métier, on attribue un marché. Le promoteur, sa culture, c'est de travailler avec les entreprises générales, c'est-à-dire tout corps de métier confondu. Et donc, quand l'entreprise générale fait faillite, c'est tout le bâtiment qui est arrêté. Et aujourd'hui, il manque un électricien, un carreleur, pour pouvoir finir le chantier. Et c'est ça qui est gênant, c'est que c'est plutôt dans le fonctionnement même, c'est pas le fait que ça soit je veux dire que ça peut être les acteurs privés ou que ça soit les acteurs publics, mais c'est plutôt dans la gestion du chantier même que les risques qui sont pris en faisant l'entreprise générale. Il y avait des entreprises générales qui ne sont pas des entreprises qui peuvent être solides. Ça serait des gros opérateurs, je ne dirais pas la même chose certainement. Mais là, on voit bien il y avait une fragilité, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Mais je veux dire, moi c'est une information que je donne. C'est pas n'y voyez pas de malice de ma part. Hein. Merci. Donc on va revenir à la délibération et à la vente du morceau de terrain qui se transforme en travaux de voirie. Hein. C'est l'opération. Donc on va passer au vote. Qui est pour la vente et l'opération? Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc 4 abstentions. Le point 8, création, commission, attribution de terrain. 9, pardon. J'ai pas de lunettes. J'ai un problème de lunettes. Lors de la séance du 13 juillet 2020, le conseil municipal a créé des commissions municipales dans des domaines déterminés. Il vous sera proposé d'en créer une nouvelle, conformément à l'article L 2121-22 du CGCT, en respectant le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale, étant précisé que le maire est président de droit des commissions. Cette commission, dénommée commission d'attribution de terrains communaux, sera composée de 4 membres, dont 3 de la majorité et 1 de l'opposition, que vous pourriez désigner au scrutin secret, sauf si vous décidez de procéder à la désignation par un vote à main levée. Nous en avions aussi discuté en commission, et donc je vous proposerai, si vous êtes d'accord, de voter à main levée. Et cette commission serait créée de 4 membres. Michel Perrier, Gilbert Badette, Monsieur Ponce et moi-même. Voilà, une petite commission puisque... Il y aura une modification. Oui. C'est Élodie Bourrel qui va me remplacer. D'accord, très bien. Donc nous le notons, hein, puisqu'on étudiera les dossiers des personnes. Donc c'est pour ça que c'est en petit nombre. Voilà. Donc on note Élodie Bourrel et donc on peut voter à main levée pour la composition de la commission. On va aller dans l'ordre. Donc on est pour créer la commission. Très bien. Donc composée de 4 membres. Et maintenant, pour désigner, on est d'accord pour voter à main levée? Oui? Ok. Donc on va procéder donc aux 4 personnes. Donc Gilbert, Badette, Marie-France, Deleste,
Michel Perrier et Élodie Bourrel. Donc, qui est pour cette composition? Vote à l'unanimité, merci. Donc, point 10. Convention avec le centre de gestion pour le document unique, donc concerne l'évaluation des risques professionnels. Donc, Florence, je reprends. Oui, bonsoir. En application des articles 25 et 26-1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la convention qui vous est proposée a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et financières de la mise à disposition du service prévention du CDG 40 pour accompagner la collectivité dans la démarche globale de prévention des risques professionnels visant à élaborer ou à mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels de la collectivité. Dans le cadre de cette convention, les conseillers en santé et sécurité au travail du CDG 40 interviennent à la demande de la collectivité en qualité d'aide professionnelle et technique en matière d'hygiène et de sécurité au travail et de suivi de projets. Cette mission consiste à coordonner la démarche santé-sécurité au travail visant à élaborer ou mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels, assurer l'interface entre la collectivité et les différents partenaires, coordonner la démarche et assurer un suivi de projet, participer à la définition et à la formalisation du plan d'action. La convention est conclue pour une durée de 3 ans. Il vous est proposé d'approuver la convention avec le CDG 40 relative à la démarche santé-sécurité au travail pour le document unique d'évaluation des risques professionnels tel que présenté en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer le document. C'était l'annexe 1. Merci Florence. Est-ce que vous avez des questions? Donc, une petite précision, le document unique qui avait été mené par un agent, Madame Manot à l'époque, qui avait fait un grand travail sur tous les services. Ce travail, malheureusement, n'a pas eu de continuité, d'après ce qu'on a vu, et donc on est obligé. On souhaite conventionner avec le centre de gestion pour nous aider, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le personnel et pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures dispositions possibles. Donc, je vous demande d'approuver, alors si vous êtes pour, approuver la convention avec le centre de gestion. Qui est pour? Vote à l'unanimité, merci. Donc, point 11, donc une convention avec le centre de gestion, donc c'est la gestion des retraites et la protection sociale. Donc, toujours Florence. Au terme de l'article 24 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée relative à la fonction publique territoriale, les centres de gestion participent d'une part à la mise en œuvre du droit de l'information des actifs sur leur droit à la retraite et d'autre part sont habilités pour recueillir, traiter et transmettre au régime de retraite les données relatives à la carrière des agents et aux cotisations versées. La convention qui vous est proposée a pour objet de fixer le rôle d'intermédiaire du CDG 40 à l'égard de la collectivité pour l'exécution des missions prévues par la convention de partenariat entre les centres de gestion et la Caisse des dépôts et consignations, mandataire et gestionnaire des fonds CNRACL, RAFPT et IRCANTEC. Les missions du pôle retraite consistent en une mission d'information sur les fonds CNRACL, RAFPT et IRCANTEC au profit des collectivités et de leurs agents. Une mission d'accompagnement des employeurs territoriaux et des actifs dans leur démarche pour le compte de la CNRACL, du RAFP et de l'IRCANTEC. Une mission d'intervention pour le compte des employeurs territoriaux au titre de la CNRACL sur les dossiers adressés à la Caisse des dépôts. Le pôle protection sociale est un service de conseil, d'assistance et d'alerte. La durée de la convention est fixée à 3 ans à compter du 1er janvier 2020, conformément à la convention conclue avec le CDG 40 et la Caisse des dépôts sur le renouvellement du partenariat. Il vous sera proposé d'approuver la convention au pôle retraite et protection sociale du CDG 40 telle que présentée en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à signer le document.
Est-ce qu'il y a des questions? Donc on a voté ça à la communauté de communes au dernier conseil. Hein. Toutes les communes délibèrent. C'est une mission très importante du centre de gestion par rapport aux communes et à la gestion des retraites des agents notamment. Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Donc qui est pour adhérer et signer cette convention? Merci. Vote à l'unanimité. Donc avant de passer au point 12 qui est à la création de postes donc, qui touche le personnel, j'ai fait un petit oubli au début. C'est quand même de présenter notre nouvelle directrice générale des services, donc Morgane Le Tanou. Donc, je vais demander à ce qu'elle se présente. Voilà, il va falloir, c'est sûr, apprendre à appuyer sur les boutons. Donc, bonsoir à tous, je suis donc Morgane Le Tanou. J'ai été recrutée donc, en tant que directrice générale des services de la commune de Mimizan et je vais être mutualisée avec la communauté de communes. J'ai pris mes fonctions au 1er juin dernier. Je viens de la Loire-Atlantique où j'étais auparavant directrice générale des services de la communauté de communes de Nozay pendant 6 ans, un peu plus de 6 ans. Auparavant, j'étais directrice générale des services de la commune de Mourinx, où j'ai fait également un mandat. Et encore auparavant, j'étais responsable du service juridique de la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées. Voilà. Et donc, j'ai commencé à rencontrer l'ensemble des agents pour faire le tour des services, pour m'imprégner du fonctionnement et puis pouvoir faire une proposition d'organisation des services à la fin du mois d'août, proposant des pistes d'organisation entre les deux structures. Voilà. Merci, donc bienvenue Morgane sur la collectivité. Donc c'est un poste qui est mutualisé avec la communauté de communes, où on a du travail. On a quand même eu beaucoup de départs sur Mimizan, donc la tâche n'est pas facile. Et je tiens aussi à remercier Corinne Laoun, qui a fait l'intérim pendant ces longs mois. Voilà. Donc je l'en remercie. Voilà. Donc on va passer au point 12, donc la création d'un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet. Florence, toujours. La collectivité va faire face dans les prochains mois au départ à la retraite de l'un de ses agents. Afin d'assurer la continuité du service public, il sera nécessaire de procéder au recrutement d'un adjoint d'animation territoriale sur un temps complet. Il vous est donc proposé de créer un poste d'adjoint d'animation territoriale à temps complet, de lui verser le régime indemnitaire correspondant à son grade, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement, de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce poste? Non, donc on va procéder au vote. Qui est pour créer un poste d'adjoint d'animation? Vote à l'unanimité, merci. Point 13, création d'emplois non permanents pour faire face à un accroissement d'activité. Donc Florence. La collectivité a ouvert par délibération en date des 28 janvier 2016 et 24 janvier 2019 des postes pour faire face aux accroissements ponctuels d'activité de ces services. Ces postes sont pourvus par des agents recrutés sous contrat en fonction des nécessités de service. À ce jour, de nouveaux besoins émergent, notamment avec la nécessité de maintenir ouvert le centre de vaccination durant les mois de juin, juillet et août. Il va donc falloir renforcer le personnel d'accueil de cette structure durant cette période, compte tenu de la réouverture de l'ensemble des services communaux et de la difficulté en conséquence de poursuivre la réaffectation complète d'agents titulaires. Le recrutement d'agents sous contrat est nécessaire. Il est précisé qu'un dossier a été déposé auprès de l'ARS afin de bénéficier d'une aide financière, notamment pour l'embauche de personnel au centre de vaccination. Il vous est proposé, le 15 juin, de créer conformément à l'article 3.1 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 2 postes d'adjoints administratifs territoriaux, indice de rémunération brute 354, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces créations de postes? Donc, vous avez bien compris, c'était par rapport au centre de vaccination. Donc, qui est pour créer 2 postes? Merci, vote à l'unanimité.
Donc, création d'un point 14, donc toujours avec Florence, création d'un poste d'agent de maîtrise principale. Suite à la mise en disponibilité pour convenance personnelle du responsable du centre technique municipal, la collectivité a procédé après parution d'une annonce au choix d'un candidat sur ce même poste. Afin de pouvoir recruter cet agent par voie de mutation, il convient de créer un poste d'agent de maîtrise principale. Il vous sera proposé de créer un poste d'agent de maîtrise principale, de lui verser le régime indemnitaire correspondant à son grade, d'autoriser Monsieur le maire à procéder au recrutement, de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce poste? Donc c'est bien le responsable du CTM qu'on recrute. Hein. Et on doit ouvrir ce grade-là qui n'existait pas dans notre tableau d'effectifs dans la collectivité. Donc on peut passer au vote qui est pour créer ce poste d'agent de maîtrise principale. Vote à l'unanimité. Merci pour la création d'emplois saisonniers. Donc Yves Servetot. Par délibération en date du 15 avril 2021, la collectivité a créé des postes pour faire face aux besoins saisonniers conformément à la loi du 26 janvier 1984 modifiée. Compte tenu de la difficulté de trouver des agents dans le cadre du dispositif des services civiques pour assurer ces missions, mais surtout la forte probabilité quant à l'affluence touristique importante de cet été, occasionnant par là même le nécessaire renfort de certains services affectés à la propreté de la ville, il vous est proposé de créer 3 emplois saisonniers au grade d'adjoint technique territoriaux pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité et d'autoriser Monsieur le maire à recruter des agents non titulaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Arnaud. Juste une remarque, on votera naturellement pour et on est naturellement satisfait que la brigade sanitaire continue d'exister. On préférait qu'elle n'existe plus, mais dans la mesure où on est en Covid, on est satisfait que vous continuiez cette initiative. D'autres interventions? Non, donc on va passer au vote, donc qui est pour la création de ces 3 emplois. Vote à l'unanimité, merci. Point 16, avancement de grade et promotion interne, éléments d'appréciation et critères, quota d'avancement, donc Yves Servetot. Par délibération en date du 12 novembre 2015, le conseil municipal a défini les éléments d'appréciation et les critères d'avancement pour les avancements de grade et la promotion interne et a maintenu le taux de promotion à 100% pour l'ensemble des cadres d'emploi. Cette délibération doit être à nouveau présentée devant le conseil municipal. Concernant les éléments d'appréciation et critères, la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et son décret d'application de novembre 2019 impose à toutes les collectivités, communes, départements, régions et à tous les établissements publics d'établir dès 2021 des lignes directrices de gestion qui permettent tout d'abord de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Ensuite, de fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. En effet, les CAP, commissions administratives paritaires, n'examinent plus les décisions en matière d'avancement et de promotion interne depuis le 1er janvier 2021. Le président du CDG, centre de gestion, continue à établir et à signer au titre de la promotion interne les listes d'aptitudes départementales sans avis de la CAP. Les collectivités et établissements publics locaux affiliés au CDG pourront définir sur la base de leurs propres lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne des critères de présélection de dépôt des dossiers de promotion interne auprès du CDG. Ces dossiers de proposition de promotion interne seront soumis aux critères prévus par les lignes directrices de gestion communes établies par le président du CDG. Les lignes directrices de gestion sont arrêtées par l'autorité territoriale pour sa propre collectivité ou établissement après avis du comité technique. Elles s'appliquent pour toutes les décisions individuelles, exemple promotion, nomination, prises à compter du 1er janvier 2021. Ainsi, après avis favorable du comité technique en date du 28 avril 2021, Monsieur le maire, par arrêté du 30 avril 2021, a fixé les critères pour les avancements de grade et pour la présélection des dossiers de promotion interne avant envoi au centre de gestion des Landes, élément que vous avez en annexe 3.
La délibération du conseil municipal du 12 novembre 2015 n'est donc plus applicable et remplacée par l'arrêté du maire du 30 avril 2021. Concernant le taux de promotion pour l'avancement de grade et la promotion interne, depuis 2007, la collectivité a délibéré en fixant des taux à 100%. Ce taux a été repris dans la délibération du 12 novembre 2015. Compte tenu des conditions fixées par le statut pour chaque cadre d'emploi et la possibilité pour le maire d'exercer son pouvoir de nomination et l'avis favorable rendu par le comité technique sur cette question le 28 avril 2021, il est proposé aux membres du conseil municipal de conserver le quota d'avancement à 100% pour l'ensemble des cadres d'emploi. Merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, donc les critères d'avancement, ils sont pris par arrêté, et par contre il faut délibérer pour le quota d'avancement à 100%, donc qui était déjà fixé par des délibérations précédentes. Donc s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Donc qui est pour conserver le quota d'avancement à 100%? Vote à l'unanimité, merci. Donc point 17, avancement de grade, création de postes. L'avancement de grade permet à un agent de passer au grade supérieur, tout en restant à l'intérieur d'un même cadre d'emploi. L'avancement de grade n'est pas de droit, mais résulte d'une décision expresse de l'autorité territoriale. Le tableau annuel d'avancement est établi par l'autorité territoriale à partir des critères d'avancement définis par arrêté du maire, comme expliqué dans le point précédent. Le taux de promotion déterminant les possibilités d'avancement de grade est fixé par l'Assemblée délibérante, après avis du comité technique, à 100%. Ceci a également été vu précédemment. Afin de pouvoir nommer les agents dans leur nouveau grade, il convient de créer les postes nécessaires. Le nombre de postes est déterminé en fonction des agents qui remplissent non seulement les conditions statutaires d'avancement, mais aussi les critères définis par arrêté du maire du 30 avril 2021. La collectivité, conformément aux règles internes établies, avis du comité technique du 28 avril 2021, et arrêté du maire du 30 avril 2021, procédera à la nomination des agents avec effet au plus tôt au 1er septembre 2021. Il vous est proposé de créer par transformation les nouveaux grades en lieu et place de ceux occupés actuellement, un poste de rédacteur principal de deuxième classe, un poste de technicien principal de deuxième classe, un poste d'adjoint administratif principal de première classe, un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe, 2 postes d'adjoint technique principal de première classe, un poste d'adjoint d'animation principal de deuxième classe, un poste d'agent de maîtrise principal. De leur verser le régime indemnitaire correspondant, d'autoriser Monsieur le maire à nommer les agents et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces création, transformation de grade? Donc c'est l'évolution des agents territoriaux, la promotion interne. Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour la création par transformation des nouveaux grades et le changement du tableau des effectifs? Vote à l'unanimité, merci. On va passer à un sujet sur la forêt, donc avec Yvan Alquier sur le programme Coupe de bois pour 2021. Oui, donc c'est un point d'information. Donc il m'appartient de vous informer donc sur le programme annuel de vente de bois. Donc vous trouverez ci-dessous les détails de prévision des coupes de bois 2021 pour la forêt communale qu'il vous est donc proposé d'accepter aujourd'hui. Donc pour information, il y a une coupe rase de 8 hectares 50 au lieu de tirlag. Et après, un certain nombre d'éclaircies sur différentes parcelles, donc à Ilbon, Moumène, Capas, La Lande, pour un volume estimé de 1207 mètres cubes. Juste pour information, l'éclaircie sur la parcelle numéro 9, la première ligne de votre page, c'est la section N et non M. Voilà, il faut corriger cette petite erreur de frappe. Donc voilà, ça c'était pour information et un complément d'information. Par rapport à la certification PEFC, donc nous avions délibéré le conseil du 15 avril sur notre démarche entreprise pour récupérer notre adhésion. Alors Yvan, je te coupe. Oui. Avant d'aller trop loin, il faut le voter. Il faut le voter, oui. Allons, votons. Donc voilà, donc, votons l'information qui vous a été faite. Sur le programme de coupe de bois, bon, Yvan va très vite. Donc est-ce que... Je suis tellement content de vous annoncer ça que...
Bon, est-ce que vous avez des questions sur cette programmation ou ce programme? Non, donc on peut passer au vote. Yvan, donc qui est pour ce programme de mois? Vote à l'unanimité. Merci. Donc maintenant, tu peux passer à l'information du coup PEFC. D'accord. Donc je vous redis, donc lors du Conseil du 15 avril, on avait délibéré sur notre démarche visant à renouveler l'adhésion à la certification PEFC. Donc ces démarches sont abouties puisque nous avons eu par le biais du directeur de PEFC Nouvelle-Aquitaine notre adhésion en date du 24 mai 2021. Pour information aussi, donc nous avons choisi avec la société Argefo la structure qui va nous permettre de réaliser un nouveau plan simple de gestion. La démarche est entreprise et nous les recevons jeudi, donc dans 2 jours, pour commencer à en débattre. Voilà une autre information si vous le souhaitez. Donc la commune va adhérer à un programme qui est lancé par la Fédération nationale des communes forestières, la FNCOFOR. Ce programme s'appelle Dans 1000 communes, la forêt fait école. Et il s'agit d'associer des classes de primaire, de fin de primaire, voire de début de collège, à la gestion et au suivi de une ou plusieurs parcelles forestières. Donc ça pourra concerner soit donc les écoles, soit le conseil municipal des jeunes, qui seront donc associés sur la durée à la gestion de une ou plusieurs parcelles forestières. Et l'idée serait d'en suivre 2, une avec des modalités de suivi classique, c'est-à-dire avec, comme ce qui vous a été présenté, des éclaircies aboutissant à la coupe rase, et une autre parcelle qui serait menée en régénération naturelle, ce que nous allons entamer sur certaines parcelles de la forêt communale, notamment celles où il y a des enjeux environnementaux particuliers. Je parle de celles au bord du lac, où nous allons donc initier une exploitation qui aboutira à ce que nous fassions de la régénération en permanence et sur laquelle il n'y aurait plus de coupe rase. Ça répond à des enjeux auxquels l'ADREAL nous a sensibilisés. Merci Yvan pour les informations, mais on y reviendra plus tard aussi. Voilà, il y aura l'occasion d'ailleurs de réunir la commission forêt, qui dépend de la commission commerce, artisanat et autres. Donc il y aura l'occasion de la réunir et de faire ces informations plus complémentaires et d'associer d'ailleurs les membres de la commission à ces différents programmes. Merci. Donc on va passer au point 20 qui concerne la mise en place d'un périmètre de vidéoprotection sur le parking de la promenade de Fleury. Donc je laisse la parole à Daniel. Merci Monsieur le maire. Suite aux nombreux vols et dégradations constatés par les espaces verts sur le site de la promenade de la Fleury, notamment lors des plantations, ce service a demandé l'installation d'un dispositif de vidéoprotection sur ces lieux. Ce dispositif aura pour but de dissuader par la mise en place d'affiches d'information au public, tout d'abord. Il permettra aussi, éventuellement, d'identifier les auteurs des dégradations et vols commis sur saisine du procureur de la République. Ce dispositif existe déjà par l'implantation de 4 caméras depuis 2019, mais il manquait que ce dispositif soit déclaré à la préfecture et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément au texte régissant la mise en place d'un système de vidéoprotection sur la voie publique. Donc il vous est proposé d'approuver cette demande d'installation d'un périmètre de vidéoprotection au niveau du site de la promenade de Fleury, incluant le parking, d'autoriser Monsieur le maire à déposer le dossier de demande auprès de Madame la préfète des Landes, afin que celle-ci soit étudiée en préfecture et mise en place sur site, de solliciter toute subvention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport... Oui, Arnaud ? Merci. La question porte sur effectivement le sujet même de la vidéoprotection. Il n'a échappé à personne les difficultés, notamment d'ailleurs avec la période Covid aussi, mais c'était vrai auparavant, les difficultés avec la période estivale de l'insécurité sur certaines zones commerçantes, bourgs ou plages d'ailleurs. Et donc il a pu échapper à personne qu'il y a une demande des commerçants, une demande de la population pour mettre en place un service vidéo sur certaines zones à déterminer. Et on profite du sujet pour vous demander si vous avez réfléchi, puisque à date, depuis l'été dernier et avec l'été arrivant, nous n'avons pas eu d'écho sur ce sujet. Et de vous rappeler que c'est quelque chose de très important. Merci.
Donc oui, vas-y, je ferai après. Arnaud Bourdin, merci pour la question et l'interrogation. Sachez que la collectivité s'est inquiétée du sujet et a saisi un gendarme expert depuis le mois de mai maintenant, qui va commencer par éclairer les élus de manière à pouvoir faire un diagnostic sur la collectivité. Et quand ce travail sera rendu, on pense qu'il sera rendu dans le courant de l'été, et bien sûr vous en aurez connaissance. Et à partir de là, on aura les pistes qui seront à la fois retenues pour pouvoir s'orienter vers de la vidéoprotection, et également, sous forme de convention, pouvoir accéder à des aides préfectorales qui seront mises à disposition également. Et tout ça sera rallié, je l'espère, dans le cadre du CLSPD. Donc, 2.1 sur l'aspect promenade fleurie. C'est juste, les caméras avaient été installées, mais la démarche n'avait pas été jusqu'au bout et on ne pouvait pas les exploiter, enfin, parce que la partie administrative n'avait pas été réalisée. Ce que dit Daniel, c'est une étude et on prendra nos dispositions en fonction de l'étude. Après, ça nous est revenu par certains commerçants, notamment sur la plage, où il y aurait des difficultés le soir, à certaines périodes. Donc, le renfort gendarmerie va arriver début juillet. Donc, on ne connaît pas encore le nombre, je ne pense pas. Il y aura d'abord des gendarmes qui seront du département et ensuite ça sera renforcé par un détachement de gendarmes mobiles à partir du 3 juillet. Donc il y aura toujours le même dispositif qui va arriver début juillet. On aura un renfort quand même de gendarmes de réserve au départ. Donc on étudie pour voir les options. Il y a des demandes, donc on veut voir. On n'est pas encore positionné pour savoir si on va aller sur de la vidéoprotection ou pas. Il y aura un débat. C'est un peu comme le PLUI tout à l'heure. Il faut avoir tous les éléments pour pouvoir en débattre. En tout cas, ça ne sera pas de la vidéosurveillance. Il n'y aura pas quelqu'un en permanence derrière des caméras. On est bien d'accord sur les termes. La vidéoprotection, c'est le procureur sur saisie qui va venir voir et qui prend connaissance des vidéos. Voilà. Donc on verra ce qui pourra être fait ou pas et on en débattra. Il n'y a rien qui est arrêté pour l'instant. Xavier ? Oui, simplement parce que dans une période où on stigmatise souvent les jeunes sur les incivilités, la vidéoprotection de la promenade fleurie, ça ne concerne pas les jeunes. Ça concerne tout un chacun qui vient prendre les plantations toutes fraîches pour les planter dans son jardin. Voilà. Qu'on comprenne bien les raisons. Donc souvent, je pense que ceci est passé souvent sous silence. Ça date depuis des dizaines d'années. Il y a des personnes qui savent à quel moment on va venir planter, que nos espaces verts, qui eux ont pris d'ailleurs l'habitude, c'est qu'ils en commandent 2 fois plus, comme ça ils savent que le lendemain il faudra qu'ils replantent. Mais pour dire que ça ne relève pas de... Parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui sont responsables des méfaits. Voilà. Et que je trouve qu'il y a des très mauvaises habitudes qui se font jour. Et c'est intéressant de remettre de temps en temps, c'est pas l'expression que je préfère, mais l'église au milieu du village. Oui, David. Oui, je veux simplement rajouter aux paroles de Xavier que malheureusement, il n'y a pas uniquement qu'à la promenade fleurie, il y a des vols sur tous les ronds-points et effectivement, et vous devez être bien au courant, il y a depuis des années un budget qui est dédié à des fleurs de remplacement parce qu'on sait qu'au lendemain des plantations, ce n'est pas les sangliers, mais c'est des personnes qui viennent se servir et faire leur marché. Donc on ne va pas mettre des caméras sur chaque rond-point, mais bon, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas stigmatiser des types de populations ou les jeunes et les moins jeunes. Voilà. Je pense qu'il y a de l'incivilité à tous les étages et c'est malheureux. Monsieur le maire nous a parlé des renforts de gendarmerie tout à l'heure.
Je voulais apporter une précision parce qu'un dernier conseil municipal, j'avais amené l'idée qu'on pouvait peut-être avoir des patrouilles à cheval, des PAC. Je voulais apporter la précision suivante de la gendarmerie nationale, c'est qu'au niveau national, on n'a pas été retenu. Et c'est la commune de Léon qui a été retenue, pas loin de nous. Et qu'alternativement, il a été proposé que ce sera une année sur deux que Mimizan et Léon profiteront de ce service estival avec ces équipages. Mais pour cette année, donc, on n'aura pas. Et en bénéfice, nous aurons un renfort par des réservistes dès la fin juin. Merci. Donc, je pense que le sujet est épuisé. On va procéder au vote. Donc, qui est pour approuver cette demande d'installation et de réaliser toutes les démarches administratives nécessaires? Vote à l'unanimité. Merci. Oui. Moi, j'ai rien dit. C'est pour ça que j'ai pas dit des lacs, j'ai rien dit parce que j'étais perturbé. Avenue des Lacs, c'est derrière après le pont. Donc Christine va nous parler du conseil municipal des jeunes, donc le point 21. Considérant l'intérêt de mobiliser les jeunes comme acteurs de la vie citoyenne, la commune de Mimizan propose la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. L'objectif éducatif est de permettre aux jeunes mimizanais un apprentissage de la citoyenneté adapté à leur âge et qui passe notamment par la familiarisation avec les processus démocratiques comme le vote, le débat contradictoire, les élections, l'intérêt général face aux intérêts particuliers, mais aussi par une gestion de projets par les jeunes eux-mêmes, accompagnés par des adultes. Donc des élus et des techniciens suivront ces jeunes tout au long de leur mandature pour les encadrer lors des commissions notamment. À l'image d'un conseil municipal d'adultes, les jeunes élus devront donc réfléchir, décider, puis exécuter et mener à bien des actions dans l'intérêt de toute la population, devenant ainsi des acteurs à part entière de la vie de la commune. Donc le CMJ sera composé de 22 jeunes. Donc il y aura 12 élèves de CM1 et CM2, 8 collégiens de 6e, 5e et 2 jeunes de l'IMEP de la même tranche d'âge. Il nous a semblé opportun d'intégrer des enfants de cette structure. Donc ils seront élus pour une durée de 2 ans. Donc pour être candidats et électeurs, ils devront résider à Mimizan, être jeunes de CM1, CM2, 6e et 5e. Donc pour les enfants et les jeunes qui ne fréquentent pas les établissements scolaires de Mimizan, il sera possible d'être candidat en rattachant leur candidature à l'école du secteur. Le lieu des élections, il se fera dans les écoles. On a discuté avec les enseignants. Donc, parce qu'on a on a présenté le projet au directeur d'école, aux enseignants de ces classes-là et à la principale du collège. Donc, ils ont adhéré à ce projet et ils vont participer à l'élaboration dès le mois de septembre en collaboration avec les techniciens des professions de foi. Donc, ils vont s'occuper avec eux de tout ce qui est à caractère pédagogique. Donc, les élections auront lieu dans les écoles et le collège la première quinzaine d'octobre. Pour les enfants qui ne fréquentent pas les établissements scolaires de Mimizan, ils pourront voter par correspondance. Le mandat se fera d'octobre à octobre. Donc les élections prochaines, donc, ça sera en octobre 2021. Ces derniers seront accompagnés par 2 professionnels du service enfance et jeunesse, ainsi que par l'adjointe déléguée et par l'adjointe en charge de la citoyenneté, afin de leur offrir un cadre structurant dans l'exercice de leurs fonctions. Un règlement sera établi afin d'en déterminer le cadre, objectif du CMJ, rôle des élus jeunes, déroulement d'élections, commission. Le CMJ pourra disposer d'un budget de fonctionnement en rapport avec le PEDT,
Les conseillers jeunes seront invités aux temps forts de la vie de la commune et aux commémorations. Le fonctionnement du CMJ doit rester ludique, convivial et adapté à l'âge. Il vous sera proposé d'approuver la création du conseil municipal de jeunes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce conseil municipal des jeunes? Oh. Oui, Xavier. Simplement une question, c'est est-ce que vous... Parce que l'objectif, c'est que ça soit opérationnel et qu'ils aient quelque part un pouvoir de décision. Est-ce que vous souhaitez leur confier aussi, en fonction des projets qu'ils élaboreront, un budget pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre d'actions parce que, je veux dire, à un moment donné, c'est pas... Il ne faut pas simplement c'est pas du mimétisme, il faut quelque part qu'ils aient aussi l'impression d'intervenir sur leur cadre de vie, sur les choses qui les concernent en direct. Quoi. Donc, et au-delà des idées, qu'on leur donne les moyens de le réaliser. Quoi. Alors justement, il y a un budget qui a été prévu de 2 000 €. Enfin, une somme dans le budget de 2 000 €, donc, pour commencer. Voilà. Donc les commissions, il y aura, on verra 2, 3, 4 commissions, sans doute 3, 4 commissions qui seront encadrées par les adultes, mais qui partiront des idées des jeunes. Quoi. Voilà. Mais ils auront un budget. Enfin, moi, je partage votre analyse, mais bon, je pense que vous allez être juste parce que 2 000 €, les pauvres, ils n'ont pas faire grand-chose, mais je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui est fait, c'est-à-dire que parce qu'ils sont capables d'avoir des idées assez structurantes, donc il faut, je pense qu'il va, mais ça sera au vu des projets que vous adapterez certainement à l'enveloppe budgétaire, mais 2 000 €, ils sont pas... Vous allez brider leur imagination. Non, parce qu'il y a aussi le budget participatif. Et dans le cadre du budget participatif, il y aura une enveloppe pour les projets de jeunes et ils participeront. Et c'est eux qui feront au choix des projets jeunes. D'autres interventions ? Non, donc on va procéder au vote. Donc, qui est pour la création de ce conseil municipal des jeunes? Vote à l'unanimité, merci. Le point 22, projet d'amélioration de l'équipement informatique et numérique du point information jeunesse. Donc, toujours Christine. Donc, dans le cadre de la nouvelle labellisation, le point information jeunesse souhaiterait moderniser son matériel informatique afin de répondre au mieux à ses objectifs et aux critères du cahier des charges relatifs à l'information jeunesse. Donc, une petite précision, voilà, tout le monde connaît le point information jeunesse, mais je voulais quand même souligner les missions, enfin, ce que peuvent recevoir comme information les jeunes lorsqu'ils vont au point information jeunesse. Donc, ils peuvent trouver des renseignements sur l'enseignement, les formations et les métiers, l'emploi, entre autres, la société de la vie pratique. On y trouve aussi des informations de proximité aussi sur les associations, les manifestations, les sorties. Et il y a aussi un point cible. Donc, un point cible, ça propose un libre service et gratuitement un accès au matériel informatique, à Internet, ainsi qu'un accompagnement permanent par une animatrice. Donc, il est important d'avoir du matériel moderne, enfin, en état de bon fonctionnement. Donc, le projet d'achat du matériel informatique du point information jeunesse serait le suivant: un vidéoprojecteur plus un écran, une tablette, un smartphone, un caméscope. Donc le PIGE de Mémisant peut bénéficier d'une subvention régionale. L'aide à l'équipement informatique réalisée par les communes peut bénéficier d'un taux d'intervention de 80%. Cette acquisition d'équipements informatiques dédiés aux jeunes contribuera à l'amélioration du service rendu aux usagers et répondre à la charte de la nouvelle labellisation PIGE. La collectivité a souvent eu recours au conseil départemental pour avoir des subventions concernant l'équipement. Donc, cette année, la région a lancé un appel à projets et nous avons candidaté. 20 000 € c'est combien? 20 000 €, c'est 20 000 €. 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 20 000
Est-ce que vous avez des questions? Vous avez le budget prévisionnel. 2597. Oui, 2597,64. Donc il vous sera proposé d'autoriser Monsieur le maire à solliciter cette subvention de 2078,36 € auprès de la région. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être Yves? En parlant de projets numériques, je voudrais dire que les services et les commissions ayant bien travaillé, les services de l'État viennent de nous confirmer l'attribution de subventions pour le plan numérique des écoles de Mimizan. Merci pour cette nouvelle. Donc là, on va procéder au vote. Là, donc, qui m'autorise à solliciter... J'ai oublié de préciser quand même que le PIGE s'adresse à des jeunes jusqu'à 29 ans. Donc c'est un service qui est rendu, qui est important pour les jeunes qui sont en recherche d'emploi notamment. Donc on va passer au vote. Qui est pour m'autoriser à solliciter une subvention au niveau de la région? Vote à l'unanimité, merci. Donc la culture, donc point 23, le Parnasse, la saison culturelle 2021-2022 et les tarifs. Muriel? Oui, merci. Nous l'avons tous constaté, donc le monde de la culture reprend un petit peu le devant de la scène et ses activités. De ce fait, le théâtre Le Parnasse va reprogrammer en fait sa saison culturelle pour 2021-2022. Donc, on a quelques nouveautés dans la saison à venir, mais qui restent très à la marge, puisque ce sont principalement des reports de l'année précédente. Je crois que je l'avais déjà précisé lors d'un précédent conseil municipal, à savoir que nous sommes tenus par des contrats et que de par notre soutien, on va dire, aux intermittents du spectacle, on ne comptait pas les annuler. Et d'autre part, annuler les contrats nous engagerait des frais à quasiment hauteur de 90% de la somme que l'on doit de toute façon quand on contractualise ces conventions avec les professionnels du spectacle. Donc c'est principalement que du report. Notre politique tarifaire reste inchangée. Avec des tarifs très attractifs. Je tiens juste à préciser qu'est-ce que l'abonnement, en fait, pour faire partie des abonnés, il faut prendre 3 spectacles dans l'année, minimum. Donc je fais un appel aux Mimizanais pour que cette formule tarifaire puisse accueillir de nouveaux abonnés et venir bénéficier de cette infrastructure qui, je le rappelle, au-delà de l'aspect théâtre, fait aussi cinéma, et que nous avons la chance de pouvoir bénéficier sur notre territoire. Donc c'est vraiment un appel aussi à la population de la communauté de communes pour venir fréquenter un peu plus assidûment, on va dire, cet établissement. Donc voilà, la gratuité est maintenue auprès des scolaires de la CCM et il est donc demandé au conseil municipal d'approuver la programmation et les tarifs de cette nouvelle saison culturelle selon les tableaux donc, qui vous sont proposés en suivant. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la programmation et aux tarifs? Donc, ils sont restés inchangés. Et comme vous avez compris, la programmation s'est reportée d'une année à l'autre. En espérant qu'on puisse la réaliser jusqu'au bout. Pas de questions? Donc, qui est pour cette programmation et tarifs? On vote à l'unanimité, merci. Alors, point 24, la médiathèque et la charte documentaire. Donc, la charte documentaire est un outil de travail qui permet d'acquérir et de régulariser des documents. Elle définit la politique générale documentaire de notre médiathèque. Elle peut éventuellement aussi être communiquée à certains partenaires, notamment dans la demande de subventions que l'on peut avoir à faire. En fait, elle structure et elle met un cadre à tout ce qui sont les missions, les collections, les modalités de gestion, l'implication des agents qui travaillent au sein de notre médiathèque. Voilà, c'est un document qui n'est pas obligatoire, néanmoins il a à présent l'avantage d'avoir été rédigé. De ce fait, il devra régulièrement être actualisé
tout comme le fonds de la médiathèque. Et comme toute charte, en fait, il convient de le faire valider par les membres du conseil municipal. Donc cette question a reçu un avis favorable lors de la dernière commission culture du 7 juin 2021. Et à ce jour, donc, il est demandé de valider la charte documentaire de la médiathèque de Mimizan, qui est jointe en annexe. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Merci Muriel. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Donc on va procéder au vote. Donc qui est pour cette charte ? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Donc l'ordre du jour est terminé. Donc je vais lever la séance. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée.